Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de J'apprends l'anglais avec Electro du dimanche. Dans cette vidéo, on va faire un peu de grammaire et de conjugaison. Vous allez voir, on va juste faire un peu de conjugaison, hein. Si vous êtes allé à l'école, et en principe, il y a de très grandes chances que vous êtes allé à l'école, vous avez appris qu'en français, une phrase, c'est constitué d'un sujet, d'un verbe et d'autres choses. Alors, suivant de quelle époque on vient, on appelle ça le complément ou, comment ils appellent ça déjà? Le prédicat, voilà. Alors, nous, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est tout ce qui est autre chose, hein. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? C'est sujet-verbe. Et du coup, on pourra commencer à écrire nous-mêmes nos propres phrases. Bon, vu que ça fait un mois et demi que vous engrangez du vocabulaire, en principe, vous devriez en avoir suffisamment plus vos connaissances de la grammaire française pour arriver à faire des phrases en anglais qui soient pas trop dégueulasses. Qu'est-ce qu'on va voir comme conjugaison dans un premier temps? On va voir trois choses dans la conjugaison. On va voir les auxiliaires, parce que ça c'est très important de connaître ces auxiliaires, hein, parce que si on ne connaît pas ces auxiliaires en français déjà, bah on peut pas parler au passé tout simplement. Donc si on voit pas les auxiliaires, c'est mort. Et en anglais, on en a plus qu'en français. Donc voilà. En anglais, il va falloir apprendre les auxiliaires. Il y a deux types d'auxiliaires si on veut être rigoureux, mais on va tous les rassembler dans un seul groupe, les auxiliaires. Deux, on va apprendre les groupes de verbes. Et pas comme en français, il y en a que deux et il y en a et puis c'est tout. Donc je vais vous le dire tout de suite, hein, attention spoiler. Il y a les verbes normaux et les verbes irréguliers. Voilà. Et la liste des verbes irréguliers, c'est 100 à 150 verbes, quelque chose comme ça. Sachant que pour tenir des conversations de tous les jours, ou alors juste pour écouter ce que moi je suis en train de vous parler dans mes vidéos, il vous faut entre 2000 et 2500 mots de vocabulaire. Donc ça représenterait à peu près à peine 10% de votre vocabulaire, et sachant qu'il y en a un bon quart que vous n'utiliserez jamais. Ensuite, les sujets. Bah, les sujets qu'on va traiter, nous, ça va être les pronoms personnels. Donc, on a les je t'huile, nous il. Dans la conjugaison, en français, on a des temps et des modes. Eh ben, en anglais, c'est pareil. Sauf qu'on va faire ça de manière très simple. Il y a les temps simples et les temps composés. Les temps simples ne nécessitent pas d'auxiliaire et les temps composés, bah, comme en français, ça nécessite un ou plusieurs auxiliaires. Alors, comme la première chose qu'on va voir, ce sont les verbes irréguliers, parce que tous les auxiliaires sont des verbes irréguliers, hein, ils ont fait ça bien les Anglais. Donc, la liste des auxiliaires qu'on va rencontrer le plus souvent. Donc, vous allez prendre votre petit cahier de vocabulaire, hein, et on va déjà voir les auxiliaires à l'infinitif, hein, donc la forme non conjuguée. Et vous verrez que infinitif, ça veut dire autre chose que juste c'est pas conjugué. Alors, à l'infinitif, nous avons les auxiliaires d'où. Donc, la version à l'infinitif, c'est tout plus le verbe. Donc là, c'est doux, hein, c'est tout doux. Voilà. Donc, on enlève le plus. Hop. Celui-là, c'est limite votre c'est l'auxiliaire des auxiliaires, hein. C'est vraiment celui qu'on utilise quasiment tout le temps. Ensuite, on a, comme en français, avoir et être. Donc, to have. Et d'où on n'a pas de traduction, hein, dans sa forme auxiliaire. Dans sa forme verbale toute simple, c'est un verbe fourre-tout. C'est comme notre verbe faire, hein. C'est je fais caca. C'est I do poop en anglais, un truc dans le genre. Et pas I make poop. Parce que si tu dis I make poop pour dire je fais caca, ça veut dire que tu la fabriques en fait. Ah, la traduction du verbe to make, c'est fabriquer et pas juste faire. Donc ça, c'est
avoir. Mince, j'allais mettre un H à notre avoir. To be, qui est être. Ensuite, nous avons les auxiliaires à part, mais qui sont aussi des auxiliaires. Donc, il y a... Généralement, on les écrit pas avec tout, mais je vais les écrire quand même. Alors, c'est to will. Pareil, ça, c'est... Là, celui-là, c'est pas de traduction quand il est en auxiliaire. Pourquoi? Parce que c'est un auxiliaire qui sert à marquer un temps. Et donc, un marqueur, ça n'a pas de traduction, hein. Comme en japonais, ceux qui en ont fait un peu, il y a des particules pour dire la signification grammaticale de ce qui suit la particule. Et ça n'a pas de traduction. Et bah, tout will en tant que marqueur auxiliaire, ou en tant qu'auxiliaire marqueur de temps, il n'y a pas de traduction. C'est pareil. Mais si vous voulez savoir quand on l'utilise en verbe, c'est vouloir. Bon, ensuite, les autres auxiliaires, on a tout. Faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est shall. Et ça, le shall est très difficile à traduire, mais c'est un peu notre devoir, notre verbe devoir. Et les Anglais utilisent le shall par notion de devoir, en fait. I shall do this, en forme verbale. Je me dois de faire ceci. Ça se traduirait comme ça. En tout cas, dans sa forme verbale. En forme auxiliaire, il est surtout utilisé dans sa forme passive, donc should, pour faire ce qui correspondrait pour nous à du conditionnel. Et ensuite, on a un zozio, c'est to can. Pareil, en général, il est utilisé dans sa forme verbale, mais quand il est en auxiliaire, c'est comme pour shall. Ensuite, on a aussi to may. Et ça, may, c'est la notion de probabilité. I may be able, c'est je pourrais être capable. Pareil, il s'utilise pour la forme conditionnelle anglaise. Donc c'est pour ça que c'est peut-être pas to may, mais bon. D'ailleurs, je vais enlever le tout, vu que je suis pas sûr du tout. Voilà, donc ça, tout ça là, ce sont nos auxiliaires. Il y en a beaucoup plus qu'en français, vous avez vu, et je suis sûr que j'en oublie quelques-uns. Voilà, donc la forme infinitive, que ce soit des auxiliaires ou des verbes, c'est tout plus le verbe non conjugué. C'est pour ça que je vous ai dit juste avant que l'infinitif, c'est pas juste un verbe non conjugué. Donc maintenant, on va voir le présent. Et donc pour faire du présent, il faut que l'on conjugue. Et comme en français, il y a des pronoms personnels pour faire les conjugaisons avec le sujet. Donc il y a je qui est I et toujours un I majuscule sur le je. Ensuite il y a toi qui you. Hop. Ensuite on a la troisième personne du singulier. Alors c'est he, she, j'ai oublié le S, et it. Et si vous le prononcez très vite, ça fait ishit. C'est rigolo, je sais. Ensuite, il y a le nous, c'est oui. Ensuite, bah, il y a la deuxième personne du pluriel qui est aussi you. Et la troisième personne du pluriel qui est they. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, prenez des notes. Ah, de toute façon, dans la description, vous trouverez un support de cours qui reprendra exactement ce que j'aurais écrit sur la feuille si vous n'arrivez pas à voir. En principe, vous devrez arriver à voir vu que ça devrait être écrit assez gros et assez bien. On va prendre un verbe qui n'est pas irrégulier et qui va être utile pour vous en électronique, hein, parce qu'on est quand même sur une chaîne d'électronique.
Donc, le verbe qu'on va utiliser, c'est souder. Qui, en anglais, devient to solder. Donc, comment on conjugue en présent? Eh ben, c'est simple, on prend la forme non conjuguée du verbe, on la met partout et on va mettre des terminaisons, comme en français. Donc, c'est I solder, you solder, he solder, we solder, you solder, they solder. Merde, j'ai écrit solder, solder. Voilà, et maintenant les terminaisons. Où est-ce qu'il y en a? Sur le jeu, il n'y en a pas. Sur le tu, il n'y en a pas. Ici, on met un S. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Voilà, vous avez compris toute la conjugaison du présent en français. En anglais. C'est pas pire que ça. Donc, il y a uniquement à la troisième personne du singulier qu'on met une terminaison. C'est S ou ES quand le verbe se finit par un S hein, dans sa forme non conjuguée. Est-ce que j'en ai un en tête? Non, j'en ai pas. L'autre particularité qu'on peut trouver aussi ici, c'est quand un verbe se finit en Y. Hein. Par exemple, acheter. Non, enterrer. Qui en anglais, c'est to bury. Oui, je parle avec un accent anglais aussi bien que vous. Alors, quand on a un Y et qu'on met un S à la fin, ça fait to buries. Ok, c'est assez facile à prononcer, mais à écrire, les Anglais, ils aiment pas. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc ici, ça devient... Voilà. Les verbes qui se finissent en Y, à la troisième personne du singulier, prennent IES, à la place du Y. Hein, le Y qui dégage et ça fait IES. Voilà. Et ensuite, nous avons le passé. Le passé, qui est un peu particulier en anglais parce qu'il s'appelle prétérite. Et non, ça n'a rien à voir avec les prédators. Alors, on répète. I, you, he, she, it. We, you et they. Ok. Au prétérite, les verbes prennent une terminaison. Et comme les Anglais sont des feignasses, ils n'aiment pas ajouter des terminaisons aux terminaisons. Du coup, il n'y a qu'une seule terminaison. Donc ça veut dire que la règle du S, là, elle dégage. Du coup, on remplace ça par quoi pour montrer qu'on est au passé si on n'utilise pas d'auxiliaire? Eh ben, c'est très simple. On ajoute ED. Donc c'est verbe plus ED en terminaison. Du coup, si on reprend solder, parce que ça, je vous ai dit que tous les auxiliaires là, c'était des verbes irréguliers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, verbe irrégulier? Ça veut dire que ils s'écrivent jamais de la même manière et qu'ils respectent aucune règle, en gros. Donc, c'est pour ça que je vais prendre d'abord solder et puis on verra aussi avec bury pour voir qu'est-ce qui se passe avec le Y. Mais en principe, vous devriez comprendre que si on fait ça à la troisième personne du singulier, euh, avec le ED, on va avoir un truc dans le même genre. Mais bon, on va partir sur le cas simple avec solder. Donc, I soldered, ou I soldered, c'est pas grave, les Anglais vous comprendront. Pas forcément les Français, mais ça c'est pas grave, c'est pas à eux que vous parlez. Donc, you soldered, ici soldered, ok, et il n'y a pas de S ici.
Et c'est pareil partout. Voilà. Alors, il faut faire attention quand on lit et quand on traduit et quand on parle au passé en anglais. Parce que en français, quand on parle d'une action au passé, on a très souvent tendance à utiliser le passé composé. Sauf que on utilise le passé composé à la place du passé simple. Et ça, c'est très important en anglais parce que les Anglais font très attention à ce genre de détails. Quelle est la différence entre le passé composé et le passé simple en français? Bah, c'est simple. Le passé simple, comme le dit son nom, c'est un passé qui est extrêmement simple. Une fois qu'on a décrit une action ou quelque chose avec ce temps, c'est simple, c'est terminé. Voilà, passé simple. Par exemple, avec souder, on va prendre la troisième personne du singulier. Il souda. Bah ouais, il souda. Mais il souda quoi? Quand? Comment? Et voilà. Par contre, tu poses toutes ces questions, mais tu ne te demandes jamais si son action a une répercussion dans le présent. Parce que quand tu dis il souda, tu sais que bah, c'est fini. Hein, ça n'a plus rien à voir avec le présent, c'est du passé. Le passé composé, c'est justement ce qui permet à une action passée d'avoir un impact sur le présent. Il a soudé. Et donc tu vas poser tout un tas de questions, mais tu ne vas jamais poser est-ce que ça a une influence sur ce qui se passe maintenant? Parce que le temps implicitement te dit ça a une importance par rapport à ce qu'on discute maintenant. Ça sert à ça le passé composé. Hein. Je vais vous la refaire, mais en complète. Hein. Il souda une résistance sur la PCB. D'accord. Donc il a soudé. Vous voyez, j'allais me faire avoir. Donc le composant au moment où on parle de l'action, au moment où on parle de l'action, le fait que le composant soit soudé ne change strictement rien au présent. Donc si je fais une phrase un peu plus complète, il souda la résistance et le projet fut terminé. Maintenant, si je vous la fais au passé composé, le début de la phrase, il a soudé la résistance et le projet est terminé. Là, on se rend compte immédiatement que, au moment où je parle, le fait qu'il ait soudé le composant termine au moment où je parle le projet. Et donc, ça a une incidence sur le présent. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Si c'est pas clair, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez venir sur le forum en discuter ou alors dans les commentaires en discuter. J'essaierai d'être un peu plus clair. Mais maintenant, le prétérit, c'est laquelle des deux formes d'expression au passé? C'est celle qui permet d'exprimer une action passée terminée qui n'a aucun impact et aucune répercussion sur le présent, ou un passé qui a un impact sur le présent. Ah bah, je vais vous dire, c'est exactement comme en français. En français, on utilise une forme composée, donc le verbe à la forme passive avec un auxiliaire au présent pour dire je pars du présent, enfin je parle du présent avec une action passée. Est-ce que c'est le cas en prétérit? Là, on voit juste qu'on a un verbe à sa forme utilisé sous sa forme passée. Donc non, le prétérit, c'est uniquement pour décrire des actions qui sont terminées depuis longtemps hein, et qui n'ont aucune répercussion sur le présent. Quand on dit il mangea une pomme, ok, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il ait mangé une pomme, franchement. Hein. Qu'est-ce que ça change pour moi maintenant? Rien. Par contre, si je dis il a mangé une pomme, ça peut avoir le sous-entendu qu'il n'a plus faim maintenant. Vous voyez le truc? C'est peut-être mieux expliqué comme ça, le coup du passé simple et du passé composé. Bah, le prétérit, c'est notre équivalent du passé simple. Donc on l'utilise uniquement pour des faits qui sont passés, finis, révolus.
Généralement, de quoi parlent vos grands-parents. Voilà. Bon alors, est-ce que je vais vous emmerder à faire toute la conjugaison des auxiliaires? Non, ça va être votre travail, les gars. Donc vous allez prendre votre petit cahier de vocabulaire ou un autre là, hein, et vous allez vous faire des tables de conjugaison jusqu'à ce que le système présent, passé fonctionne, vous rentre bien dans la tête. Hein. Ça, en principe, en 3 semaines, c'est bouclé. Hein. Vous comprenez. C'est essentiellement pour apprendre du vocabulaire que vous allez faire ça. Hein. Et donc, bah, là, je vous ai donné du vocabulaire. Hein. J'avais dit que j'allais pas le faire, mais tant pis. Donc, vous allez faire le I, le you, le he, le we, le you, et le they. Hop. Ensuite, on va prendre do. Tiens, comme ça, je vous l'aurais fait. C'est I do, you do, et he does. Do plus s. Eh ben, do, c'est un des rares verbes où il faut mettre es. Hop. He does. We do, you do, et they do. Voilà. Vous allez me dire, bah jusque-là, il ressemble à un verbe régulier. Hein. Oui, non, mais ça, c'est un faux ami, ce gars-là. Donc, au passé, ça fait I did. Et là, il ressemble plus du tout à la fin. Oui, mais on retrouve le D. Ah, non, non, ça marche pas comme ça. Là, c'est you did, he did, we did, you did, et they did. Voilà, ils allaient me faire ça pour tous les auxiliaires. Et vous vérifiez dans le dictionnaire, là, en principe, il y a des trucs de conjugaison, là. Est-ce qu'il y a des conjugaisons? Il n'y a pas de conjugaison française, enfin anglaise. Moi, j'ai la liste des verbes irréguliers, là. Est-ce qu'on retrouve do là-dedans? Oui, do est ici. Vous allez retrouver can aussi. Can, voilà. Donc voilà. Et vous allez les retrouver, hein, les auxiliaires là-dedans. Ce sont tous des verbes irréguliers. Tous. D'où l'importance d'avoir un dictionnaire. Hein. Comme ça, vous voyez la liste des verbes irréguliers. Ça vous fait des verbes à apprendre par cœur. C'est cool. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous apprendre sur le sujet? Non, je pense pas. Ah si, vous allez me dire, bah, et le futur? Eh ben, le futur, c'est un temps composé, pas comme en français. Et là, je vais vous deviner lequel d'auxiliaire sert à marquer le futur. Est-ce que vous vous doutez bien que si je parle du futur et que c'est un temps composé, ça utilise forcément un des auxiliaires. Et il n'y en a qu'un seul que j'ai dit qui était un auxiliaire marqueur de temps. C'est will. Donc, quand vous avez traduit jusqu'à présent dans vos livres, la documentation technique, vos lectures diverses et variées, euh, I will be, je veux être, et puis après, ils avaient un truc qui fait aucun sens. C'est parce que will, en fait, marque le futur, tout simplement. I will travel to you. Hein, je voyagerai vers toi. Je veux voyager vers toi. Ça a déjà beaucoup moins de sens. Hein. Donc voilà, ils avaient appris à faire du futur. Mais on le verra plus tard. C'était un petit extra là. On verra dans les temps composés quand même, bien comme il faut, avec les autres temps composés. Et notamment, les deux premiers temps composés qu'on va faire, c'est donc l'équivalent passé composé, le futur, et une forme de conditionnel. Si j'ai le temps, bien, on fera pas cette conjugaison dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler euh, de grammaire et de vraie grammaire ce coup-ci, hein, avec, avec les articles définis et indéfinis. En principe,
Ça va être une leçon simple parce que si vous avez fait ce que je vous ai dit, donc que vous avez lu beaucoup, vous avez dû faire le travail, ce travail-là tout seul en fait. C'est venu naturellement normalement. Si c'est pas venu naturellement, et ben c'est pas grave. Alors, dans les exercices, je vous ai dit, vous allez me faire tous les auxiliaires comme ça dans un petit cahier pour les mémoriser. Vous allez faire quelques verbes réguliers comme ça. Et surtout, vous allez me bouffer toute la liste des verbes irréguliers. Ok? Toute la liste. Enfin, toute la liste, non, j'exagère un peu. Parce que ouais, il y en a à peu près 150 au total. 150 ou 180, je sais plus. Je les avais comptés une fois quand je m'emmerdais en anglais. Non, mais il y a dedans, il y a des verbes que vous utiliserez jamais, hein. Par exemple, beseech, là, je l'ai jamais utilisé, jamais lu, hein, en dehors de cette liste-là. Bend, vous allez l'utiliser. Behold, oui. Hop, beseech, beset, ah, je l'ai déjà vu une ou deux fois. Bleed, bless, blow, break, breed, bring, build, burn, burst, buy, cast. Ah non, mais franchement, si vous avez des verbes à apprendre en premier, je vous dirais que c'est les verbes irréguliers parce qu'on les utilise quasiment tout le temps. Donc, apprendre, c'est learn. Make, fabriquer, hein, que je vous ai dit, bah voilà. On a may qu'on utilise aussi. Meet, rencontrer. Mistake, qui veut dire faire une erreur. Euh, Must. Ah bah tiens, lui, je l'ai oublié. C'est presque un auxiliaire, must. À lui tout seul. To pay, pareil. C'est un verbe irrégulier. Donc, vous voyez, les verbes irréguliers, si vraiment vous voulez vous focaliser sur du vocabulaire à apprendre, vous apprenez ça. Les verbes irréguliers. Après, les autres mots, c'est vraiment le deuxième truc à apprendre. Parce que je les utilise moi aussi tout le temps. Donc, bon. Voilà. Je me souviens plus si je vous avais recommandé dans la vidéo précédente. J'ai oublié de revérifier avant de faire la vidéo. Mais je vais vous le dire là. Si vous voulez améliorer votre anglais de manière très rapide, vous allez regarder des films des Monty Python. Hein, donc je vais vous l'écrire là en gros. Monty Python. Voilà, vous allez regarder des films de ces gars-là. Vous devriez pouvoir les trouver en DVD. Hein, et vous allez surtout pas les regarder en VF ou en version originale sous-titrée français. Vous allez les regarder en VO sous-titré anglais. Et vous allez mettre en pause le film dès que vous n'allez pas comprendre quelque chose. Donc c'est-à-dire toutes les 3 secondes. Pourquoi les films des Monty Python? Parce que déjà c'est de l'anglais d'Angleterre, hein, c'est pas de l'anglais canadien, américain, australien ou de je sais pas où, avec un accent bizarre. Là vous allez avoir de l'anglais anglais, justement. Mais l'avantage c'est que les Monty Python articulent très bien et ils ne parlent pas vite comme les Américains. Du coup, c'est vraiment agréable au début. Et ça va vous permettre de mettre des sons sur des mots. Parce que si vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit avec Google, vous n'avez pas les sons sur les mots. Et ça va vous gêner. Voilà, donc regardez des films en anglais sous-titrés anglais. Allez-y. Donc les 2 titres que je recommande, c'est Holy Grail. Et l'autre, il s'appelle Life of Brian. Voilà. Alors faites pas attention à l'image, ce sont des vieux films, hein, des années 70-80, 90 pour les plus vieux il me semble. Et je pense que vous allez aimer. Hein. Moi j'ai appris l'anglais avec ces films-là et en quelques visionnages, c'est comme si j'avais fait 3 ans d'anglais. Voilà pour la vidéo. Donc j'espère que la vidéo a pas été trop chiante, que mes explications ont été suffisamment claires. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez, enfin comme d'habitude,
Comme très récemment, vous pouvez venir sur le forum, hein, je suis tout seul, je m'ennuie un peu sur mon forum, pour discuter de l'anglais. Vous pouvez aussi, on peut en discuter aussi dans les commentaires, hein, c'est pas un souci. Voilà. Donc la vidéo se termine. J'espère que vous allez bien apprendre, que vous allez bien travailler. À une prochaine. Bye bye.